Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. C'est vrai, on a une autre chaîne, vous savez déjà, c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Allez vous abonner aussi, ne manquez pas de liker, de partager. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un like, s'il vous plaît, très important. Laissez des likes et puis remerciez ceux qui racontent les histoires en commentaire. Vous pouvez dire par exemple H2 pour dire histoire 2. Merci pour l'histoire. H3, merci pour l'histoire. Voilà, on fait les directs sur TikTok à 20h les mercredis, les vendredis. Donc, connectez-vous aussi sur TikTok pour ne pas rater les directs. Voilà, on va commencer. Écoutons la première histoire. Bonsoir DMG, je voulais raconter une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère. Bonsoir la famille DMG. Je vis au Congo. Précisément, là j'étais à Brazzaville. J'avais un oncle qui était taximan. Et puis, il avait repris ses études. En reprenant les études, c'était plus pareil, gagner. Il travaillait que la nuit, mais c'était pas aussi tout le jour qu'il partait travailler. Il fut une nuit, il était en ville, il était parti faire quoi? Il avait une course, il était parti déposer un client. Arrivé là, il y a eu un monsieur. Moi, je connais pas le nom des voitures, mais c'était une voiture de luxe. Une belle voiture. Il est descendu. Lui, il croyait même que c'était pour lui demander sa direction ou quoi que ce soit. Mais il était étonné. Le monsieur est rentré dans la voiture et puis il lui dit s'il te plaît, tu peux me rendre un service. Mon oncle a été surpris. Il dit oui. Quel genre de service? Vu que tu es taximan, tu peux connaître les endroits où souvent, vu que tu travailles la nuit, où les folles dorment bien, ou un coin où je peux trouver une folle. Mon oncle était bouleversé. Comment ça? Il me dit non, je veux te payer et tout. Vu qu'il avait la galère, il a dit d'accord, pas de problème, on va aller chercher. Bon, il a fouillé, il est parti dans tous les ronds-points là où se situaient les folles et tout. Mon oncle n'a pas trouvé. Il était même fatigué. Le monsieur dit non, je veux payer la course et tout, je veux te payer plus que ce que tu penses et tout. Donc, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je suis là, s'il n'y a plus de carburant, je vais ajouter. Ils ont commencé à chercher. Arrivé dans un coin, il faisait plus sombre. Mon oncle criait, ah oui, regardez, il y a une folle là. Le monsieur est descendu de la voiture. Mon oncle est resté dans la voiture. Quand il est descendu, il est parti parler aux folles. Et qui m'a étonné dans l'histoire, moi je sais pendant la journée, les folles là, elles suivent les gens, elles ne veulent pas que les gens puissent s'approcher d'eux. Mais avec le monsieur, la folle, elle était toute calme. Le monsieur a fait son affaire, il a fini, il est remonté dans la voiture. Et du coup, il a demandé à mon oncle, accompagne-moi en ville là où tu m'avais pris. Là, on s'est rencontrés. Mon oncle aussi l'a ramené là-bas. Quand ils sont arrivés, je me suis dit, d'accord, attends-moi ici. J'arrive. Il est reparti dans sa voiture. Il a pris un enveloppe kaki. Ma mamie ne m'avait pas dit le montant. Elle m'a dit, le monsieur a pris un enveloppe kaki. Il a remis chez mon oncle. Il dit chez mon oncle, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Merci pour le service, tu m'as aidé. Cet argent, c'est pour toi. T'en fais pas, il n'y a rien de mal qui va se passer. Quoi que non. J'avais juste besoin d'un petit service et puis tu me l'as rendu. Merci, ça c'est ton argent. Mon oncle a pris l'argent, mais il avait peur. Du coup, il a arrêté de travailler. Il est rentré à la maison. Vu que là, on vivait chez mamie. Arrivé là, il a réveillé mamie et papy. Ils se sont mis au salon.
Il a montré l'enveloppe. Il a dit à maman, je ne peux pas garder cet argent-là pour moi. J'ai trop peur. Donc, toi, maman, tu gardes ça euh, pendant, pendant tes jours. Bien, on va prier avec. On va voir. Si on se réveille un bon matin, on regarde, il n'y a pas l'argent. Dieu soit loué. Si on a toujours, on va partager. C'est là que mamie a pris l'argent et dormait avec. Elle a mis sur le matelas. Chaque matin, quand elle se réveillait, elle regardait que l'argent. Elle ne faisait que compter. Elle regardait, elle faisait que compter. C'est après quelques temps, on peut dire une semaine plus tard, ils ont eu à partager cet argent-là. C'était ça, mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, et comment allez-vous et comment se portent tous les auditeurs? Je vous envoie cet audio depuis le Gabon, précisément à Libreville. C'est une histoire que j'avais vécue chez moi au nord. Et un jour, ma petite sœur, c'est qui me suit, c'était un samedi à minuit. Comme chaque samedi, il y a une émission à la télé, on appelle Les Merveilles du passé. Ce sont des chansons du passé. Donc, sa chambre avait une porte extérieure et toutes les chambres avaient des portes à l'intérieur. Et notre mère dormait en face de chez nous parce que c'est une grande concession et elle a construit plusieurs maisons. Elle ne voulait pas se mélanger avec nous. Elle a pris une maison et nous, tous les enfants, on dormait de l'autre côté. Donc, mais nos maisons étaient face à face. Et la chambre de ma petite sœur était, sa porte avait, la porte de sa chambre était à l'extérieur. C'est comme ça qu'un jour, un samedi à minuit, elle avait dit, elle attendait l'émission Les Merveilles du passé. C'est comme ça qu'un jour, un samedi, vers minuit, 1h, elle a cogné à la porte. Elle cognait contre le mur, comme c'est une maison en planche. Après, elle appelait Père. Père, c'est notre petit frère. C'est comme ça, comme lui dort profondément, je suis sortie. Je me suis mise au salon, j'ai crié son petit nom. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, il y a une personne qui cogne à ma porte. Il y a une personne qui cogne à ma porte. C'est la voix d'une femme. Elle dit, c'est maman. Elle veut regarder l'émission avec moi. Et ça l'étonne parce que maman, elle n'a pas cette habitude-là. Elle a sa télé, elle a ses choses en face. Et chaque enfant a sa télé, surtout nous les grandes filles, chaque fille a sa télé dans la chambre. Comment se fait-il que maman, minuit, 1h, elle quitte de sa chambre, de sa maison pour venir vouloir suivre l'émission avec elle, regarder la télé avec elle. Donc, elle a trouvé ça de bizarre et c'est comme ça qu'elle cognait pour qu'une personne guette par la fenêtre pour vérifier si c'est réellement maman. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert la fenêtre du salon. Quand j'ai regardé le dehors, devant sa porte, la porte de sa chambre qui était à l'extérieur, j'ai vu une vieille femme, plus de 80 ans, debout, grande de taille, presque 2 mètres, habillée en blanc, une longue robe blanche, les cheveux blancs et les yeux blancs. Après, je lui ai dit, n'ouvre pas la porte, ce n'est pas maman, c'est une vieille femme. C'est une vieille de plus de 80 ans qui est debout devant ta porte. Comme j'avais le crédit dans mon téléphone, j'ai appelé maman. J'ai dit non, il y a une vieille femme qui est debout à la porte de la petite sœur. J'ai dit, il y a une vieille femme qui est debout devant sa porte. Maman est sortie. Elle était à distance, elle est sortie, elle a dit, que voulez-vous, qu'êtes-vous? Après, c'est comme ça que elle dit, vous me demandez cela, pourquoi? N'est-ce pas, je suis chez moi. Maman dit, mais qu'êtes-vous? On ne vous connaît pas, c'est moi qui suis le propriétaire d'ici.
de ces lieux, c'est ma concession. Elle dit, je suis aussi chez moi. Après, j'ai dit à la petite soeur de ne pas sortir. Ma mère est sortie. Elle a pris un bar de fer. Elle a pris le sel. Et la nuit, comme il y a les feuilles de tarot autour de nous, nous avons coupé les feuilles de tarot parce qu'on dit que lorsque vous êtes face à un sorcier, vous lui versez le sel et vous lui tapez les feuilles de tarot, ça fait comme si c'était le feu qui brûlait sur son corps. C'est comme ça que maman s'est approchée d'elle. Maman dit non. C'était vraiment une vieille, comme dans Hollywood. C'était une vieille femme, plus de 80 ans, grande taille, une robe blanche, et les cheveux blancs, les yeux blancs. Maman dit, d'où venez-vous? Vous sortez d'où? Vous cherchez qui? Elle a répété que je suis chez moi, ici. Et je ne suis pas seule. Je suis avec les autres. C'est là où maman a dit, sortez de ma concession au nom de Jésus. Après, elle a dit non. On nous demande de sortir de cette concession. Allons-y. Mais et pourtant, on ne voyait pas quelqu'un d'autre. C'est elle qu'on voyait seule. Mais lorsqu'elle parlait, qu'ils sont au pluriel, qu'ils sont nombreux. Et c'est comme ça que maman a commencé à verser le sel sur elle. On a commencé à frapper les feuilles de tarot sur elle. Elle a commencé à crier, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Aidez-moi, je brûle. On a commencé et on l'a chassée. C'était vers minuit, 1h comme ça là. On l'a chassée jusqu'à la route. Maman a dit, ici là, c'est ma constitution. Je ne vous connais pas, je ne connais pas la sorcellerie. Sortez de chez moi. On l'a chassé jusqu'à la route DMG entre notre cours et la route. Vraiment, il y a une distance. Il y a une distance peut-être de 25 à 30 mètres comme ça là. C'est comme ça qu'on l'a chassé jusqu'à la route un peu plus loin. Et au moment où on tourne le dos pour que chacun rentre dans sa chambre et tout. Donc, maman voulait rentrer dans sa maison et nous on voulait rentrer dans notre maison. Soudain, elle apparaît devant nous. Elle a apparu devant nous. Comme ça, là, comme dans les films d'Hollywood, DMG, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire que moi, j'ai vécue. J'ai vu ça de mes propres yeux. C'est comme ça qu'elle a apparu devant nous. Avec un tas de poubelles. Elle voulait verser normalement la poubelle devant, maintenant à la terrasse de notre salon, là où nous les enfants, on était couchés. Elle voulait verser la poubelle là. On l'a encore attrapé, maman l'a encore attrapé, chassé, versé le sel, chassé. On a fait cela de minuit jusqu'à 4h du matin, en train de la chasser. Lorsqu'on la chasse jusqu'à la route, DMG, lorsqu'on la chasse jusqu'à la route, au moment où on veut se retourner, elle apparaît devant nous. Elle est déjà devant la porte ou à la terrasse du salon. À la terrasse du salon, du côté des enfants, pas du côté de maman. Et c'est comme ça que on était obligé toute la nuit en train de la chasser. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? On criait même à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il n'y a qu'une voisine, une tante à maman qui est arrivée. Elle est venue. Elle dit que vous êtes qui? Vous êtes de quel village? Vous sortez d'où? Elle disait seulement que je suis chez moi. C'est ici là, c'est chez moi. C'est chez nous. Elle disait ici là, c'est chez nous. Il dit, mais chez vous, tu es seule ici. Elle disait que je ne suis pas seule. Je suis avec les autres. Mais vous voulez quoi? Elle dit, est-ce que c'est interdit qu'on vienne chez nous? Et c'est comme ça que maman a dit, ici là, je ne connais pas la sorcellerie, je ne t'ai jamais vu. Je vis ici depuis des années. Ma mère m'a accouché ici. Et j'ai fait mes enfants ici. Toi, on ne t'a jamais vu. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne connais pas la sorcellerie. C'est comme maman parlait déjà. Maman la parlait comme ça. Et après là, on a commencé à verser toujours le sel et les feuilles de tarot sur elle. Elle criait vraiment à l'aide. On a même pris les barres de fer pour la taper avec les barres de fer. Mais rien, elle ne saignait pas, rien de tout ça là. Et c'est comme ça, dès 4h, 4h30, il était entre 4h30 et 5h. Nous sommes sortis, on l'a chassé, loin de la maison. Et c'est comme ça,
on disait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à genoux. Quand elle s'est mise à genoux, elle a disparu. Elle a disparu. Lorsqu'on est rentré à la maison, on ne l'a plus revue. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a plus revue. On ne sait pas. Et vraiment, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Vraiment pour dire que vraiment nous devons faire attention. Parce que parfois des gens nous cognent, tu es déjà couché et quelqu'un vient cogner à ta porte. Et quelqu'un imite la voix. Parce que ma petite soeur disait que quand la vieille femme là avait parlé, c'était vraiment la voix de notre maman. Mais ce qui a fait la différence, c'est que maman ne suit pas la télé dans nos chambres. Elle a sa télé dans sa chambre, là où elle dort. Mais à minuit, et puis maman dort à partir de 20h, 20h30. Elle est déjà couchée. Et si elle veut suivre la télé, elle suit la télé dans sa chambre. Et c'est comme ça que ma petite soeur dit non, c'est ce qu'il avait tiqué. Parce que ce sont pas des habitudes de maman. Ce sont pas ses habitudes de venir regarder la télé ou dans nos chambres avec nous. Non, si elle veut suivre la télé, c'est au salon. Et c'est comme elle était obligée d'appeler. Et gloire à Dieu que j'avais aussi le crédit dans mon téléphone. Donc vraiment, parfois, c'est important que nous devons vraiment faire attention. Faisons attention lorsque quelqu'un frappe à ta porte la nuit. Nous devons aussi avoir toujours le crédit, même si c'est 100 francs dans le téléphone, parce qu'on ne sait jamais. Elle pouvait ouvrir la porte et on ne sait pas ce qui devait l'arriver ce jour-là. Vraiment, il y a des choses qui se passent. Il y a réellement les choses que Nollywood montre. Ce sont des réalités. Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Parce que la vieille femme là, elle était comme des femmes qu'on voit dans les films de Nollywood. Grande taille, robe blanche, les yeux blancs, les cheveux blancs. Près de 2 mètres pour une vieille maman de plus de 80 ans. Et vraiment, et c'est comme ça qu'elle a disparu dès dès qu'on l'a chassée jusqu'à un peu plus loin. Elle a vu que bientôt le jour va se lever vers 4h30, 5h. Elle s'est mise à genoux et elle a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais partager vraiment avec la famille. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va écouter la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute l'équipe DMG. Bravo pour cette émission. Je pousse aux gens de liker, de partager. Cette émission fait du bien à la communauté. Je vais raconter une histoire. Je suis une Gabonaise. Une histoire que j'ai vécue dans mon quartier. C'est pas mon histoire propre, mais vraiment cette histoire, je l'ai vécue. Je l'ai vraiment vécue cette histoire. C'est l'histoire d'une amie qui n'est plus de ce monde. Cette amie était la femme de notre bailleur. On a fait 1 an chez eux et nous sommes devenus des amis. Une fille bien, une fille tranquille, une fille qui n'avait pas trop d'ambition. Elle était soumise à son mari. Elle avait 16 ans. Elle était la femme de notre bailleur. Elle était jeune et le mari était dans la 60aine. Elle avait 2 enfants avec le monsieur. Parce que le mari nous a raconté l'histoire, il nous a dit parce que papa l'avait posé la question, comment se fait-il que tu as une jeune fille comme épouse? Il a dit non. Les parents m'ont escroqué mon argent, ils ne pouvaient pas me rendre mon argent. Et moi, j'ai dit, si c'est pas ça, faut me donner l'une de vos filles en mariage. Et sa grande sœur était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Et elle, c'est elle que la famille a choisie pour être la femme du monsieur. Et la fille n'avait pas refusé, elle avait accepté. Elle a épousé le monsieur en question. Ils avaient 2 enfants, 2 filles. Elle a eu la première fille à 13 ans. La deuxième fille, elle a fait à 14 ans, 15 ans. Elle a fait à 14 ans parce que les 2 avaient 1 an d'intervalle.
Elles étaient vraiment, ils avaient une vie formidable. Le couple avait une vie formidable. Elle n'enviait pas les jeunes filles. Un jour, la voisine d'à côté, une de nos amies aussi, que je connais très bien, la mère de cette fille, c'est l'amie de ma mère, venait souvent chercher la femme du monsieur. Elle, c'était une fille qui n'était pas au foyer en fait. C'est une fille qui faisait la vie, elle faisait la vie. Elles étaient maintenant complices les deux. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. La fille ne respectait plus son mari. Elle ne respectait plus du tout son mari. Elle sort le matin, elle revient qu'aux heures tardives. Elle s'habillait maintenant vulgairement. Ah. Un jour, la fille tombe malade dans la nuit. Ça n'allait pas. Elle avait mal au ventre, Le mari est venu chercher mon papa parce que c'était l'ami de papa. C'est l'ami de mon père. Il l'a amené à l'hôpital dans la nuit. Papa s'est réveillé, il a pris les clés de la voiture, ils sont partis, on l'a amené à l'hôpital dans la nuit. Là, c'est papa qui nous raconte cette histoire à l'hôpital. Quand ils l'ont amené, on l'a amené en salle, ils sont restés dehors. 10 minutes après, le médecin est sorti. Oh, la fille est décédée. Elle a tenté un avortement qui s'est mal passé. Oh! La fille est décédée. Le papa a commencé à pleurer. Je veux dire quoi aux parents de la fille? Je veux dire quoi à ses enfants? Je veux faire comment? Je veux rester avec qui? Papa l'a consolé. Ils ont appelé les pompes funèbres. Ils ont cherché le corps, on l'a amené. Papa est revenu ce jour-là à 5 heures du matin à la maison. Papa nous a raconté l'histoire. Les parents de la fille ont fait un tapage. Ils ont frappé le monsieur en question. Tu as tué notre fille, c'est toi. Tu es responsable de sa mort, c'est toi. Tu es à l'origine de sa mort. Tu vas voir, on va te tuer aussi. Tu ne vas pas rester, tu vas mourir. Le monsieur n'a rien dit. Les frères de la fille l'ont bastonné. On a séparé. On a appelé les parents du monsieur aussi. Parce qu'on était dans un quartier reculé. On est à 16 km de la ville. Les parents du monsieur aussi sont arrivés. Ses grands-enfants aussi sont arrivés. Ils ont parlé. Les parents de la fille ont compris. Ils sont partis. Ils ont dit de toutes les façons, si le corps sort, le corps ne vient pas là. Ils vont enterrer leur fille eux-mêmes. Et on va l'enterrer chez elle, là-bas, chez les parents. Le papa n'a rien dit, le monsieur n'a rien dit. Le jour de la veillée, le corps est sorti. Le jour de la veillée, ils ont fait des rituels. Ils ont dit au mari de ne pas se présenter. Il ne s'est pas présenté. Il est resté dans son coin. Ses parents aussi l'ont assisté. Ils ont fait des rituels. Ils ont enterré leur fille. Quand ils enterrent la fille, 1 semaine après, 2 semaines après, c'est sa copine qui tombe malade. La copine en question qui sortait, qui rentrait avec elle, elle tombe malade. La mère l'a amenée à l'hôpital, ça n'allait pas. On l'a amenée partout, ça n'allait pas. Quand elle est assise, elle voit la défunte. Elle appelle le nom de la défunte, on va donner le nom de Marie. Et l'autre c'est Virginie. Virginie voit Marie. Marie, arrête de me suivre. Marie, je ne veux pas. Marie, laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Ah. Un jour,
Ma voisine est venue m'appeler. Elle m'a dit, allons voir Virginie, ça ne va pas, son état s'est empiré. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, non, elle ne sait pas. On est parti la voir. Vous voyez, les cuisines du village où il y a beaucoup de lits. Elle était assise sur l'un des lits. On était aussi assises de l'autre côté. On parlait. Elle nous racontait ce qu'elle avait. Bon, elle ne nous disait pas tout. Elle nous dit là où elle avait mal, ce qu'elle sentait. Ah, 2 minutes après, je suis sortie. Sa mère était dehors. Je suis allée trouver sa mère, puisque sa mère, c'est l'amie de ma maman. On parlait avec sa mère, l'autre était restée avec elle dans la maison. Après un temps, elle a commencé à crier dans la maison. On était dehors avec sa mère et la mère a couru. Elle a commencé à appeler le nom de la défunte. Laisse-moi, je ne veux pas, laisse-moi, je ne veux pas. C'est là où elle nous dit, elle est là, est-ce que vous ne la voyez pas? Je dis, oh, moi je ne vois personne, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. L'autre aussi a dit, non, il n'y a personne, c'est nous. Oh, elle est là, je ne veux pas, elle veut m'appeler, elle m'appelle, je ne veux pas. C'est là où la mère nous a expliqué, elle a dit, c'est comme ça tous les jours, les nuits, c'est pire. C'est comme ça nuit et jour. Elle ne dort pas la nuit, elle est persécutée. La mère l'a menée chez un tradipraticien Nganga. Le Nganga a dit non, c'est mieux qu'elle parle, elle doit se confesser, elle connaît ce qu'elle a. Elle doit se confesser. On l'a dit de parler. Si elle ne parle pas, on ne peut pas la sauver. Elle doit parler. Elle a commencé à parler. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit, on est parti chez quelqu'un. La personne nous a dit de sacrifier nos enfants. Il voulait nous rendre célèbres. On sera de grandes dames. Ah, la mère a ouvert la bouche. Elle a dit, mon Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, puisque Marie était enceinte, le charlatan en question a dit, toi, je vais d'abord prendre l'enfant qui est dans ton ventre. Tu me le donnes en sacrifice. Et elle a accepté pour devenir les grandes dames. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu devais donner? Oh, je devais donner ma fille unique là, qui est là debout. Oh! Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les parents de Marie ont tapé le diable quand ils ont enterré leur fille. Parce qu'il y a un rituel au Gabon. On tape le diable quand tu es responsable, quand tu es coupable de quelque chose. Ça vient du sud du Gabon. Tape le diable. Si tu es vraiment coupable, ça t'attrape. Si tu n'es pas coupable, ça ne t'attrape pas. Mais comme elle connaissait l'histoire, c'est elle qui a amené Marie dans l'histoire. C'est pourquoi le diable l'a attrapé. Le charlatan a dit, ah, ça va être difficile parce que Marie a été enterrée chez ses parents. Donc pour gaspiller ça, il faudrait déterrer le corps de Marie, récupérer cette chose-là et faire les rituels. Mais là, ça ne peut pas être possible parce que là, elle a été enterrée chez les parents. Et ça va être difficile, on ne peut pas. Parce que les parents cherchent le coupable. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous jure, DMG, la fille là, a commencé à pourrir vivante. Elle a pourri vivante parce que Marie l'accélère. Parce que là, le Nganga lui a demandé, quand tu vois Marie, qu'est-ce qu'elle te dit? Oh, Marie me dit que je l'ai trompée, il faudrait que je vienne aussi avec elle. Moi, je ne peux pas rester, il faudrait que je la suive, il faudrait que je vienne avec elle. Qu'elle ne peut pas aller seule, il faudrait que je vienne aussi. Je l'ai trompée, tu dois aussi venir. Tu m'as trompée. Viens, tu ne restes pas, on doit partir ensemble. Elle voyait Marie partout, Marie était son ombre. Elle pourrissait vivante, DMG, un temps. Je vous jure qu'on ne pouvait même plus rentrer où se trouvait cette fille-là. Ça dégageait, elle pourrissait vivante.
Elle a fait 1 mois malade, mais finalement, elle est décédée. Elle est aussi partie. La morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, je m'adresse aux gens que vraiment Dieu a tout donné, mais ils ne voient pas, ils veulent chercher plus que le bout de leurs doigts. Marie était aisée chez son mari, elle voulait chercher plus. Elle voulait chercher plus. Et je voudrais aussi sensibiliser certaines personnes que les Nganga trompent, que les hommes de Dieu trompent. Viens, je vais te faire ceci, viens, je vais te faire cela. C'est pour vous dire que ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est Dieu qui détient tous les pouvoirs. Et c'est Dieu qui décide qui veut faire quoi dans la vie. Si quelqu'un te dit, je vais te faire ceci, regarde d'abord la vie de cette personne. S'il peut t'aider, il peut d'abord s'aider lui-même. C'est ça la morale de l'histoire, en fait, pour moi. Merci DMG, merci à toute l'équipe DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMJ, bonjour à toute la famille DMJ connectée en ce moment. Donc avant d'écouter l'histoire, n'oublie pas de liker, de partager. Donc sauvons des vies, si je peux le dire ici en fait. Parce que vraiment au travers de cette plateforme, j'ai découvert beaucoup de choses et vraiment cela m'a ouvert les yeux dans beaucoup de choses. Comprendre vraiment qu'il y a des choses qu'on ne doit pas négliger en fait. Il y a des gestes qu'il ne faut pas négliger. Et donc, partageons davantage parce que au travers de cette plateforme, j'ai vraiment compris que le dehors est risqué en fait. Qu'il y a beaucoup de choses là qui se passent en ce moment et qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Donc, ce que je viens vous raconter aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai eu à vivre personnellement. Je ne sais pas si je dirais une histoire, mais sinon c'était un rêve. C'était un rêve que j'avais eu à faire. Donc, par mon accent, les gens sauront de quelle nationalité je suis. Donc, je suis gabonaise. Donc, ma mère est du Walentem. Et donc, je vivais à Oyem. Donc, on était dans un village pas très éloigné de la ville. Donc, c'est un village déjà modernisé. On a le courant, on a tout. Donc, c'est ça. Voilà comment, lorsque je fais la rencontre véritablement du Seigneur, parce qu'avant, je partais juste à l'église, mais je n'avais pas encore véritablement rencontré le Seigneur. Donc, c'est en 2021 que véritablement, je fais la rencontre du Seigneur, où je décide véritablement de le servir. Et on restait au village. Voilà comment ma petite sœur quitte d'abord la maison. Elle me dit, non, moi, la maison là, ça ne va pas. Il est mieux pour moi d'aller rester en ville. Quelque temps après, je suis restée et je sentais vraiment dans la maison comme si on m'observait, comme si... Bref, je reviendrai raconter cette histoire. C'est voilà comment j'arrive à Oyem. Lorsque j'arrive à Oyem Centre, et j'arrive à la maison, les chambres étaient occupées. Voilà comment maman me demande d'aménager dans une autre maison derrière. Donc, pendant que la chambre était en travaux, je dormais dans la chambre de ma petite sœur. Je mettais le matelas au sol, je dormais. Voilà comment un soir, je dors, je fais un rêve. Et dans ce rêve, j'étais en train de regarder un film. Et je tiens vraiment à préciser ici que il y a des choses, le diable sait parfois ce que... Il viendra toujours, il ne va pas passer par quelque chose qu'il sait que tu ne faisais pas. Il prend toujours quelque chose que tu as l'habitude de faire pour vouloir comme te séduire. Moi déjà à la base, j'aime la science-fiction, j'aime ce genre de films en fait. Les films où il y a des créatures assez étranges. Parfois mes sœurs ne le comprennent pas, mais moi je regarde vraiment parce que j'aimerais vous dire que parfois dans ces films-là, les gens ne sont... C'est pas un hasard en fait, ces créatures-là. Moi je vous dis, ce sont des gens qui ont eu à voir ces choses-là, mais qui les ont juste reproduits. Donc c'est comme ça que je fais un rêve. J'étais assise à la télé, au salon, j'étais seule. Je regardais un film et dans ce film, on demandait à une jeune fille d'intégrer une sorte de confrérie, en tout cas une secte de sorcellerie. Mais dans le film, elle avait refusé. Elle refusait. Elle ne voulait pas. C'est comme ça qu'elle fait un petit sac à dos
Elle décide de quitter la ville. Et bizarrement, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux dans le songe pour que je comprenne que la jeune fille, ce n'est pas un film, c'est moi en fait, c'est moi-même. Voilà comment je me retrouve dans un bus, j'embarque, un Quester. Lorsqu'on embarque, on commence à rouler, ça roule, ça roule, ça roule. Et à un moment donné, dans le bus, je réalise que c'est moi, ce n'est pas un film, c'est moi. C'est voilà comment, quelque temps après, une créature, vraiment, je ne saurais vous expliquer ce que j'ai vu, à quoi ressemblait la créature, mais je ne sais pas ceux qui ont déjà regardé le film Percy Jackson. Dans le Hadès, ce dieu des enfers, comment des créatures dedans sont un peu. C'était à peu près ça. Mais je savais que c'était le démon d'une femme. Une femme. Elle apparaît, je n'ai pas pu l'identifier, mais je savais que c'était une femme. Elle avait une apparence vraiment... Je ne saurais vous dire ce que j'ai vraiment vu. Avec les mots, je ne saurais vous expliquer. Voilà comment elle apparaît. Je suis la seule qui avait la capacité de voir cette créature. C'est là où elle me dit, ok, comme on te demande d'intégrer, tu refuses. Regarde comment toutes ces personnes vont mourir à cause de toi. DMJ, je vous assure que je n'ai rien compris. C'est comme vous voyez dans les films là, lorsqu'il y a des tempêtes, c'est là où le ciel a noirci. Il y avait un vent impétueux. Je dis ce qu'on appelle un vent impétueux. Il y a eu un tourbillon, c'est là où le bus fait tonneau. Le bus a tourné, le bus fait tonneau. Et c'est là où les gens ont voulu commencer à sortir. Quelques temps après, j'ai été touchée. J'étais maintenant allongée. En étant allongée, tu savais dans l'accident, mais je ne me suis pas vue peut-être en sang ou bien non, mais j'étais juste allongée, que je n'avais plus de force. C'est comme si le traumatisme quelqu'un peut avoir après un accident. Donc j'étais allongée. Et pendant que j'étais allongée, c'est là où la même créature qui est apparue dans le bus réapparaît. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle vient avec une créature. Vraiment, ceux qui ont déjà regardé Percy Jackson sauront la créature vraiment Hadès. Celui et la créature, le dieu des enfers, comment il est dans le film, c'est la même chose. Il apparaît avec des cornes, il était debout. Ils apparaissent tous les deux. Et c'est là où la créature Mala me dit, pendant que j'étais allongée d'abord, je vois une autre créature. Elle avait une apparence assez étrange. De toutes les façons, tout était étrange. C'est là où elle passe, c'est comme si quelqu'un passe dans les airs. La personne est suspendue dans les airs. C'est là où la personne passe d'abord. C'est comme si elle passait sur moi, mais elle ne me touchait pas. Lorsque la personne passe d'abord, il est apparu du côté de mes pieds. Donc, il est passé sur les airs sur moi. Et il est passé au niveau de ma tête. Il est parti retrouver les autres. C'est là où la créature qui avait les cornes là me dit, touche la créature si tu veux vivre. Après, je dis toucher la créature comment si je veux vivre. Après, il me dit non, touche la créature si tu veux vivre. Après, je dis pourquoi vous me demandez de toucher la créature? La créature repasse la deuxième fois. Après, il me dit touche la créature, comme ça tu seras immortel. Et à chaque fois qu'il y aura des accidents, tu ne vas pas mourir. Tout le monde pourra mourir, mais sauf toi. J'étais allongée, j'étais sidérée, là où je dis non. Je me fâche, je dis non, je n'ai pas envie d'être immortel. Après tout le monde est appelé à mourir. Donc pourquoi est-ce que moi je serais immortel et je ne vais pas mourir? C'est là où il me dit non, je te demande de toucher la créature, touche-la seulement, tu verras. Et donc tout ce que tu vas faire, on va te donner 2 démons. Je pèse mes 2 démons qui vont t'accompagner dans tout ce que tu feras. C'est là où je dis non, je vais faire quoi avec 2 démons? Je ne veux pas être immortel. J'étais vraiment fâchée. J'ai dit, je ne veux pas être immortel. Tout le monde est appelé à mourir, alors moi, je dois mourir. Alors, si cet accident, je dois mourir au travers de cet accident, je vais mourir. C'est là où la créature repasse pour une 3e fois. C'est là où l'autre créature, avec les cornes, se fâche. Et me dit, ok, on te demande de toucher la créature, tu ne veux pas. Touche la créature et tu seras immortel. 2 démons vont t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Et il s'est fâché. J'ai dit non, je ne veux pas toucher. Si c'est mon heure de mourir, je vais mourir. Je vous assure, DMG, il s'est fâché. Et il a pris, je ne sais pas, ceux qui ont déjà regardé Aladdin.
je ne fais que vous répéter qu'il y a des trucs qu'on regarde à la télé là. Ce n'est pas un hasard. C'est véritablement des gens qui ont vu ces choses, mais qui les ont reproduits juste dans des films. Ceux qui ont regardé le dessin Aladdin, à l'époque, il y avait des films où on disait des génies dormaient dans les lampes, le genre de lampe là qu'il avait à la main. Je vous assure qu'il a pris cette lampe. Il y avait comme à l'intérieur, vous voyez, lorsqu'un volcan est en éruption, la lave là, il y avait cette lave dedans. Il dit, ok, comme tu refuses de toucher la créature, on va te torturer jusqu'à ce que tu décides de la toucher. Ils ont commencé à verser le liquide et ça brûlait, ça chauffait en fait. Mais bizarrement, ça ne me brûlait pas la peau. Mais c'est juste la pression, la chaleur. C'est comme si j'étais à côté d'un four ou bien à côté d'un grand feu. C'est ce que je ressentais. C'est là où j'ai dit, au nom de Jésus, je dis, je ne veux pas toucher votre créature et je ne veux pas de votre immortalité. C'est là où je me réveille. Lorsque je me réveille, je m'interroge, je dis vraiment à Dieu, Seigneur, pourquoi il a fallu que ils m'ont demandé de toucher la créature. C'est pour vous dire ici, c'est pour vous sensibiliser ici qu'il y a des choses, lorsque le diable ne peut pas venir vous atteindre physiquement, il va chercher voies et moyens. Et moi, je remercie Dieu parce que si j'avais touché, parce qu'il y a des choses, voilà pourquoi vous voyez quelqu'un peut venir, il te demande de lui donner un objet. Toi, tu lui donnes un objet, tu penses que tu es en train de lui donner un objet, alors que lui n'est pas là, il est dans une autre sphère en fait. Pour lui, c'est une porte que tu es en train de l'ouvrir parce que tu lui donnes ta chose et le simple fait d'avoir cet échange-là, lui, il a accès à ta vie en fait. Et donc, c'était ça. Donc, si j'avais accepté de toucher cette créature, peut-être à mon réveil, je devais être quelqu'un d'autre. J'ai expliqué ça à mon pasteur et ils m'ont dit, j'ai expliqué ça à 2 hommes de Dieu, ils m'ont dit non, on a voulu t'initier à la sorcellerie. Et me voilà aujourd'hui, quelques temps après, j'ai continué à chercher le Seigneur, j'ai été baptisée dans l'esprit. Donc c'est vraiment ça en fait. La morale ici, c'est que vraiment faisons attention. C'est important de prier même avant de dormir. Ce n'est pas pour dire que Dieu nous protège juste parce qu'on a prié, non, mais c'est important. La prière, elle est très importante. Prions avant de dormir. C'est toujours très important de prier avant de dormir. Donc c'était juste ça mon histoire. Donc on est venu me proposer l'immortalité dans un sommeil, dans un rêve. Donc, on a voulu s'introduire dans ma vie. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que cela n'a pas été possible. Donc, c'est juste ça. Partageons davantage, likons davantage les vidéos, sauvons des vies. Moi, je préfère le dire ainsi. Vraiment, sauvons des vies, continuons à sauver des vies. Donc, c'était juste ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, c'est encore moi. Je vais vous raconter une histoire que la camarade à ma maman a vécue. Voilà, c'était dans la région de Boisflé, en Côte d'Ivoire. Bon, souvent, comme ma maman vivait, on s'asseyait beaucoup dans la cour, on nous expliquait des histoires drôles, souvent aussi des histoires qui faisaient peur. Donc, cette histoire-là m'a beaucoup marqué. Voilà, ça a touché un côté sensible. Voilà, ça m'a touché, ça m'a beaucoup marqué. Donc, je vais partager cette histoire avec vous. Ma maman, la camarade à ma maman, voilà, sa camarade d'enfance, elles avaient grandi ensemble, on fait l'enfance ensemble. Donc, la dame en question, était marié avec un grand type, un monsieur qui avait de l'argent, un monsieur, même un cadre de la ville. Alors, le monsieur était vachement riche. Donc, ce monsieur, son argent a commencé à diminuer jusqu'à il est tombé ses entreprises de produits, de vivriers. En tout cas, tout est tombé à l'eau. Donc, il était là, il ne savait pas comment faire, puis il était endetté. Donc, il y a un de ses amis qui est venu, un de ses amis proches qui est venu vers lui pour lui présenter une solution. Ah, mon frère, voilà ça, tu es tombé, tout ne va pas chez toi. Moi, je vais t'aider. Tu vas même pas me donner 5 francs, mais je vais t'aider. Je suis dans un groupe là, une tontine qu'on fait, voilà, à l'autre bout du village là. Donc, je vais t'accompagner là-bas. Ils vont te donner un prêt. Tu demandes ce que tu veux, l'argent que tu veux là, tu demandes, ils vont te donner, mais tu vas les rembourser après.
je vais aller rembourser pendant jusqu'à 6 mois par là. Tu vas aller rembourser. Donc, le monsieur en question, il était content. Voilà, il était content, tous ces problèmes seront résolus en fait. Donc, il est parti voir sa femme, il expliqua à sa femme que, ah, maman, voilà ce qui s'est passé, ma femme. Moi, je vais te demander ton point de vue. La dame dit, ah, l'argent facile comme cela là. Non, faut pas te mettre là-dedans, laisse tomber, Dieu va faire. C'est Dieu qui te met à l'épreuve, faut pas tomber dans ce genre de choses. Il dit non, que son ami est trop gentil pour le faire ça. L'ami est trop bon. Non, il avait écouté sa femme. Souvent, il faut écouter ta femme, hein. Souvent, c'est important d'écouter vos femmes, messieurs. Écoutez vos femmes, c'est important. C'est très important. Donc, la dame, bon, quand la fille de parler, elle se dit que son mari ne va pas faire. C'est quelqu'un aussi, il aime beaucoup plaisanter sur certains trucs. Malgré qu'il était dans la galère, mais ça ne se sentait pas sur lui. Mais ce sont les dettes qu'il prenait, la prise dans les banques là, qui devait rembourser, qui était un peu compliqué. Donc, il a appelé son ami, ah, mon frère, je viens vers toi, on va aller ensemble à la réunion de Tortine. Donc, il est parti. Il est parti avec son ami, ils sont arrivés là-bas, ils ont fait une mallette d'argent. Ma maman dit que c'était des millions, en tout cas, qu'elle ne sait pas si c'était comme au juste, mais c'était des millions. Donc, ils ont fait ça. Parce que c'était, la réunion, c'était des associations, une association de... Voilà, il dit la vérité, il ne ment pas. C'était une association de... comment dirais-je, des cadres, des gens qui ont l'argent, des planteurs. Voilà, c'était une association des planteurs. Donc, ils ont prêté l'argent, il est rentré à la maison, il a montré à sa femme était me tourner, elle dit, mais je t'ai dit, tu n'es pas fait. Ça là, tu vas rembourser comment? Beaucoup d'argent comme cela, toi, tu vas rembourser comment? Il dit, non, laisse ma femme. Je vais me lancer dans une activité là, je vais rembourser cet argent, mais 2 mois, mais peut-être. Donc, le monsieur, il a lancé une activité, il a repoussé ses activités. Donc, ça allait bien, tout. Il a collecté l'argent, tout, il a remis dans la mallette, il allait leur rendre l'argent. Et quand il est parti sur cette fois-ci, il n'est pas parti avec son ami. Donc, il est parti, il a trouvé le président de l'association, et le président lui dit, ah, mais tu viens d'où avec cette mallette-là? Il dit, non, je vais vous rembourser votre argent que vous m'avez prêté. Il a dit, mais le président l'a dit, donc, ah, mais dis-moi, qui t'a dit que c'est comme ça on rembourse l'argent ici? C'est pas comme ça on rembourse l'argent dans cette association-là. La manière que tu as pris l'argent là, c'est pas comme ça que tu dois rembourser. Tu es sûr que si moi je te dis si je te dis que de partir prendre l'argent, les billets que je t'ai donné, la manière que je t'ai donné l'argent, en tout cas, par les billets, par les pièces que je t'ai donné cet argent-là, tu es sûr que tu pourras me rembourser. Il dit non, mais l'argent c'est l'argent. Il dit, le monsieur dit non. Le président dit non. Tu me donnes un de tes fils. Voilà, tu me donnes un de tes fils. Je vais souligner, le monsieur il avait 3 fils, puis une fille. Tu vas me donner ton aîné là, ton fils là. Voilà, c'est lui que moi je veux. Ah, le monsieur lui demande, mais attends, je vais te donner mon fils, tu vas plus lui donner de travail ou bien c'est pour que il vienne travailler, genre, je sais pas, il vient travailler dans ton champ ou bien je sais pas. Qu'est-ce que tu veux de mon fils? Il dit non, c'est ton fils on veut. Nous sommes ici là, nous sommes passés par là. C'est ton fils, nous on veut comme sacrifice, comme remboursement. L'argent on ne veut pas, c'est ton fils on veut. Je dis le monsieur, il est parti à la maison, il explique à sa femme. Sa femme dit ça c'est impossible, qu'elle ne peut pas accepter cela. Elle est désolée, elle ne peut pas accepter cela. Donc ils ont commencé à le persécuter dans les rêves, ce monsieur. Ils ont commencé à nous donner un délai même. Il n'a pas respecté, ils ont commencé à le persécuter. Le monsieur a commencé à devenir fou. Donc, sa femme, elle a pris ses enfants, elle a laissé le monsieur, elle a pris ses enfants et elle est partie dans un autre village avec ses enfants. Le monsieur est resté seul à la maison. Donc, un jour, elle n'avait plus de nouvelles du monsieur, en tout cas, elle n'avait plus de nouvelles. Elle préfère sauver ses enfants que sauver son mari parce qu'elle n'a pas envoyé le monsieur là-bas. Elle a déjà même, comment dirais-je, prévenu, elle n'a pas écouté. Donc, du coup, elle ne peut pas rester là et puis ils vont prendre ses enfants. Parce que la manière qu'ils ont demandé un fils, c'est comme ça, ils vont prendre le deuxième, ils vont prendre le troisième, ils vont prendre la quatrième, et puis elle va rester sans enfant. Donc, elle a préféré aller dans un autre village éloigné. Elle est partie. Un jour, elle était au marché. Parce que la dame en question, elle vendait la nourriture. Elle était au marché. Donc, le marché,
Elle était dans un marché, voilà, du nouveau village dans lequel elle est partie habiter. Donc, elle vendait de la nourriture. Et puis, il y a un jeune du quartier, dans ce village, excusez, un jeune de son ancien village là, qui l'a vu autour de vendre la nourriture. Moi, je vais donner un nom, quoi. Je vais donner un nom. Maman, ici, tu fais quoi ici? Ah, mon fils, c'est ici, je vends. Mais maman, ici, et mes amis, parce que le jeune en question, c'était l'ami de ses fils. Non, la maman dit non, ils sont là à Abidjan. Ils sont pas là, ils sont plus ici. Ils sont allés, je les envoyés à Abidjan. Donc, du coup, madame était là, elle demandait, elle est papa. Le jeune a baissé sa tête, il ne pouvait pas les rêver la tête. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Le jeune dit, ah, maman, tu as laissé ton mari là-bas, tu es venu ici. Ton mari, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il est devenu fou, oh, il est devenu fou. Donc, c'est ça. C'est ça, l'argent facile là. C'est comme ça. L'argent, vous savez, dans un secte, dans la réunion de trucs là, moi, franchement, je ne peux pas me mettre là-dedans. Puis, je ne peux pas accepter que mon frère ou bien ma soeur se lance dans ce genre de choses là. Parce que ils peuvent te donner de l'argent, mais tu vas rembourser. Tu peux rembourser. Le gars pouvait prendre la mallette d'argent et puis faire du mal au monsieur. Mais il a dit qu'il ne veut pas l'argent, mais il veut le fils du monsieur. Donc, j'aimerais vous dire que l'argent facile là, c'est pas comme c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis surtout, écoutez vos femmes, écoutez vos conjoints. Écoutez, quand on vous dit non, que c'est pas bon, là, ne vous entendez pas à faire. Ne vous entendez pas. Voilà le monsieur qui est devenu fou. Juste comme ma maman a expliqué ça, que non, mais le monsieur est devenu fou. Il est devenu traîné au village, il mangeait dans toutes les poubelles du village. Il est devenu fou. Même l'argent, là, mais il n'avait pas pu bouffer. Donc, c'était ça. Merci DMG. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour tous les auditeurs. J'aimerais raconter une histoire. C'est l'histoire de mon ami. Je l'appellerai Luc. Luc, c'est un ami de la fac qui ne croyait pas trop à la sorcellerie, aux choses mystiques et tout. Alors, un jour, son père l'invite chez lui à la maison pour dire qu'il y avait une de ses cousines qui venait de Libreville, qui était à la maison, dans la famille paternelle. Luc s'en va chez son père pour rendre visite à sa cousine qui venait de Libreville, et sa cousine était accompagnée de son père. Il essaie de garer un peu plus loin de la maison parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour garer devant la parcelle. Ça faisait très longtemps qu'il avait rencontré sa cousine et tout, en échange, on rigole et tout. Et son oncle, le père de sa cousine, qui lui dit, mais toi tu travailles dans quoi? Parce que je vois vraiment que tu es stable et tout. Écoute, il y a ton cousin qui a le même âge que toi et avec qui vous étiez à la fac. Lui ne se retrouve pas dans la vie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te retrouves et tout, tu es stable financièrement? Alors, lui, bon, par ignorance, il se dit, moi, je travaille quelque part, mais je fais aussi mon business. C'est ce qui fait que je sois stable. Bon, l'oncle continue encore en posant des questions, mais tu vis dans quel quartier? Parce que là, tu sens vraiment quelqu'un qui respire la bonne vie. Alors, à lui de dire, il n'est pas très loin du centre-ville. Là, nous sommes au Congo-Kinshasa. Ah, mais là, c'est vraiment la Gombe, c'est le centre-ville. Ça veut dire que tu ne crois pas du noir, blablabla. Il a fait tellement de commentaires et tout. Et la cousine qui dit, mais essaie un peu d'aider ton frère parce qu'il ne se retrouve pas. Il manque même de quoi se payer le pain le matin. Il a toujours la main tendue. Il faudrait qu'on l'aide à gauche, à droite, si tu peux l'aider. Bon, c'était ça un peu l'histoire, la conversation quand j'étais dans la maison familiale. Et après, il se faisait tard. Son père lui demande de trouver un taxi pour que son oncle et sa cousine partent rentrer à la maison. Bon, de là où il était, il n'y avait pas de taxi. Alors il s'est dit, bon, de toute façon, c'est une cousine, ça fait très longtemps qu'elle était à Libreville, je vais l'aider quand même, je vais
les prendre dans ma voiture. Alors, vous dit non, comme il n'y a pas de taxi, je vais vous raccompagner. Ils sortent ensemble. Et l'oncle qui voit la voiture, moi, Luc, tu as déjà changé de véhicule. Je te connais avec une petite voiture, tu as une belle Jeep comme ça et tout. Et bon, voilà. Bon. Lui, en posant cette question-là, directement, ça l'a fait un peu peur dans son cœur. Mais pourquoi est-ce que l'oncle s'acharne à me poser tant de questions comme ça et tout? Bon, finalement, l'oncle monte devant et sa cousine derrière. Ils s'en vont et tout. L'oncle commence à poser tellement de questions, tellement. Il voulait vraiment connaître sa vie et tout. Et il a commencé à avoir peur au fond de lui-même, sans pourtant le manifester. Alors, il y avait un stylo là. L'oncle qui dit, en tout cas, donne-moi ce stylo ici parce que j'ai besoin d'un stylo pour, je sais pas, signer mes documents ou écrire je sais pas quoi là. Mais non, mais ce stylo c'est déjà utilisé. Non, non, je veux seulement ce stylo. Il a tellement insisté. À Luc de prendre le stylo et de donner à son oncle. Ils arrivent dans leur quartier, dans un quartier périphérique là de la ville et tout. Et sa voiture n'arrive pas à accéder parce qu'il y avait un ravin, quelque chose comme ça. L'oncle voulait insister seulement pour que la voiture arrive jusque devant sa parcelle. Et sa cousine qui dit, mais papa, ça va pas, il risque d'aller s'engourer là-bas. Il vaut mieux qu'il nous dépose ici. L'oncle n'était pas vraiment très content. Bon, il est descendu quand même du véhicule. Luc rentre chez lui et la nuit même, il rêve qu'on est en train de le poursuivre par des gens qui veulent arracher son porte-monnaie. Il se réveille, c'était un songe. Bon, il n'a pas compris, bon. Et ça faisait 2 semaines comme ça, il faisait le même songe toutes les nuits. Qu'on le poursuivait, on voulait l'arracher son porte-monnaie. Et un jour, il sort comme ça un dimanche matin pour faire le sport. Il n'a pas compris comment il a perdu son porte-monnaie et l'argent et toutes ses pièces d'identité, ses cartes bancaires, tout était perdu. Et là, directement, il s'est dit, donc ça veut dire ce rêve-là s'est réalisé. Il essaie d'en parler à son père qui dit, moi non plus, je n'étais pas très content du fait que ton oncle te posait tant de questions sur ta vie et tout, mais il faut seulement prier. Des jours passent, 3 semaines après, il est sorti, il regarde quelque part, et il y a une moto qui vient et qui se cogne à sa voiture et le motard tombe directement au coma. Lui n'était même pas là, il n'était même pas dans sa voiture. Et les gens appellent pour secourir, il y a quelqu'un qui a fait un accident et tout et tout. Mais lui va voir sa voiture, qu'est-ce qu'il y a de cassé? Mais il n'y avait rien de cassé, mais le gars qui s'était cogné à la voiture, il était au coma. Alors on le supplie par tous les passagers là-bas et tous les passants plutôt, s'ils pouvaient l'aider à le transporter, à l'amener jusqu'à l'hôpital. Bon, en bon gentleman, il prend le monsieur jusqu'à l'hôpital et tous les motards qui étaient là ont disparu. Et il s'est retrouvé seul avec le monsieur qu'il ne connaît pas, qui s'est cogné à sa voiture. Il l'amène à l'hôpital. À peine arrivé à l'hôpital, c'est la police qui débarque. On lui ravit toutes les pièces de la voiture et tout. Et à l'hôpital, on l'arrête. Tu ne peux pas sortir parce que tu nous as amené un malade dans un état assez critique. Là, il se dit, mais dans quel pétrin je me suis mis là? Je ne le connais pas, je l'ai juste aidé. Et il n'y avait pas de témoin parce qu'il s'est rendu à l'hôpital tout seul. Il y avait que la police qui suivait derrière. Et la police qui était venue après, qui n'avait pas assisté à l'événement. Il se met à dépenser de l'argent comme pas possible. Il a commencé à dépenser de l'argent jusqu'à 1500 $ américains parce que le monsieur était dans un état vraiment critique. Il n'avait que quelques, je sais pas, 4000 francs congolais ici et un téléphone où il y avait des numéros des gens qui parlaient dans une autre langue que lui ne maîtrisait pas. Et alors c'était compliqué pour lui de communiquer ni d'informer à la famille du patient qu'il était dans un état critique. Et là, il fait appel à un de ses amis avocats pour l'assister. Et là, c'était à 13h que le monsieur était malade. Il était déjà 17h, il fait appel à son ami. On l'a arrêté, on a repris toutes les pièces, tous les documents de son véhicule. Il était à l'hôpital, donc il ne pouvait pas bouger. Son ami vient et tout. Il reste là en train de dépenser et tout.
Vers 23h, il voit, il y a eu un cas d'accident, le monsieur était vraiment gravement blessé et tout. Le monsieur est hospitalisé, alité juste à côté du patient qu'il avait amené. Alors il se dit, non, ça, je me rends compte que ça, c'est vraiment un combat. Il se lève et commence à prier dans les couloirs là, vers minuit et tout. Après, il attend parce qu'il ne pouvait pas bouger tant que le monsieur là, on ne pouvait pas savoir s'il allait guérir. Il s'avait surveillé de ce coma là où il allait mourir. Et c'est comme ça que vers 4h du matin, on voit les infirmières en train de défiler, courir dans tous les sens et tout. Il se met à paniquer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore? Le monsieur est décédé ou c'est comment? Alors il pose la question au médecin, on lui dit non, ce n'est pas le patient que vous avez amené. Lui s'est réveillé subitement, là on n'a pas compris. Celui qui était accidenté, et quand il est mort, directement, ton patient s'est réveillé. C'est comme s'il y a eu un transfert entre les deux. L'autre est décédé et l'autre s'est réveillé du coma. Il a commencé à demander pardon à mon ami Luc pour dire qu'il n'avait pas de frein à sa moto et tout. Voilà, il demande pardon. Et c'est comme ça qu'on a attendu jusqu'au petit matin. Il est allé à la police pour s'excuser et tout et tout. On lui a remis les documents de sa voiture. Et le monsieur est rentré chez lui à la maison. Pour la petite histoire, Luc, qui ne croyait pas aux choses mystiques et tout, il a compris que la sorcellerie existe pour de vrai. Et il n'est plus méfiant depuis ce jour-là. Et depuis lors, il a retenu la leçon. Tout ce qui est manifestation dans la famille ou des réunions familiales, en tout cas, il s'abstient. Et il n'expose plus sa vie sur les réseaux sociaux. Il n'assiste plus dans les réceptions familiales et tout, et tout, et tout. Il a vraiment une vie cachée. C'est la petite histoire que je voulais raconter aussi. Merci de liker, de partager. Et voilà tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 7e histoire. Bonjour DMG. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, je voici pour vous parler de ma petite histoire, ma famille et moi. L'histoire se passe dans un petit quartier à Yaoundé, les petits quartiers du bidonville. Bon, on était dans une famille de 5 enfants. À ce moment, nous n'étions pas encore 5 enfants, le père et la mère. Et le père travaillait dans une boulangerie où il avait quand même des revenus. Et comme à un certain moment, le gouvernement envoyait des gens pour casser certaines parties dans le quartier, nous avons quitté le bas pour le haut. Arrivant en haut, nous sommes arrivés dans une maison de 2 chambres, salon. Dans les 2 chambres, salon, devant la porte, il y a un grand couloir. Et derrière, il y a un grand couloir tout simple, mais devant la porte avec les carreaux. Et la bailleresse vivait à domicile, derrière la maison. C'était collé. Quand tu étais dans la chambre des enfants, tu avais une vue sur la douche. Les toilettes, c'était du genre, pour aller aux toilettes, il fallait que... Il y a des babouches là devant. On lave les toilettes. Les toilettes brûlent du genre, tu peux dormir à l'intérieur. Et quand tu chies, tu entends même ton caca par là. C'est loin, au moins c'est trop. Mais ton caca tombe, tu entends seulement tac. C'est une toilette même, c'est comme si ça n'allait jamais remplir. Donc c'était comme ça. Les toilettes étaient propres, du genre que tu peux même aller te coucher là-bas propre. Pour aller aux toilettes, tu retires tes babouches. Tu portes les babouches qui sont devant les toilettes. Mais les voisines qui étaient en face, c'était toujours qu'ils murmuraient. La femme là n'est pas saine. La femme là n'est pas saine. Il y a une voisine, elle a un enfant comme s'il était un peu malade. Apparemment, une fois elle lavait le sol, notre bailleresse a vu son ventre et depuis qu'elle a couché l'enfant là est comme ça. Il y avait des jours où on se réveille là à la maison. À la véranda, tu vois du sang. Comme si on avait tué quelqu'un la nuit. Donc des bizarres trucs. C'est comme ça qu'à un moment,
Mon père commence, l'argent commence à disparaître. On dit que oh, les enfants, on nous fouette, on nous fouette, on nous fouette, on nous fouette. On nous fouette jusqu'à... On était à comme ça. Tu caches même l'argent où l'argent disparaît. On ne connaissait pas. Et mon père était caissier dans leur réunion. Donc, une grande réunion, il y avait plus presque 1 million dans la caisse. On gardait ça sous le lit. Un jour maintenant, on vient pour prendre un peu d'argent pour aller faire la cassation. On ne voit pas la caisse. La mère cherche tout le bas du lit, elle ne voit pas. Mon père, nous étions à l'école. À ce moment, je faisais le coup -1. On cherche là, on ne voit pas. Quand on rentre, que vous avez vu la caisse, oui. Quand vous êtes parti à l'école, oui. Mais à présent, on ne voit pas la caisse. Mais tout le monde est dépassé. Tout le monde est dépassé. Tout le monde. Jusqu'à le temps passe. Quand tu as enfant, ta tête n'est pas dans les choses comme ça. Quand je lave peut-être au sol, j'entre dans les toilettes, dans la chambre de ma mère, qui est venue nettoyer peut-être au sol. Je vois un gros truc noir qui part en bas du lit. Je me dis que peut-être c'est la souris ou c'est quoi. Je me baisse, je regarde. Je vois quand même quelque chose, mais ma tête n'est pas sur ça. C'est tout comme ça. Je vendais même mes petits bonbons. Je pose même ma petite caisse en bas du lit. La caisse disparaît. Tu es enfant, tu pleures. Oh, comme ton enfant a l'habitude de voler les 5 ans, les versets. Tu dis que non, c'est lui et tout et tout. Oh, il y avait un serpent dans la maison. Un jour, une maison se brûlait derrière chez nous. On court à ma voisine, on dit que oh, les enfants doivent pas aller voir et tout et tout. On court, on passe par derrière pour aller guetter. On voit le serpent était roulé devant la porte d'une femme, la tête était seulement en haut comme ça. On dit que non, c'est pas c'est on regarde. Après, le machin fait la tête comme ça, on a fui. Courir. À ce moment-là, Bayrès avait déménagé, elle n'habitait plus là. Elle est partie là où elle a construit vers soi ici. Après, le temps passe, quand on parlait ça, on nous dit, Maga, vous êtes comme ça. Parfois, dans la chambre, quand tu dors, comme notre chambre donnait sur les toilettes là-bas, tu regardes comme ça, tu as une sensation que quelqu'un te regarde. Quand tu es enfant, on ne peut pas te croire, une sensation, je ne sais pas, le regard fixé sur toi, les gros yeux. Tu regardes, comme vous êtes encore petit. Maintenant, sa maison qu'elle avait abandonnée, il y a une femme qui est venue habiter là-bas. La femme là se plaignait toujours, mon argent se perd. Elle a déménagé, elle est partie. Une fille étonne maintenant, elle est venue habiter là-bas. La tante là, elle vivait avec sa soeur, père à son nom, parce que sa soeur, elle est décédée. C'est comme ça que sa soeur tombe malade. Elle est malade. Jusqu'à elle décède. Avant qu'elle ne décède, sa soeur était couchée. Elle rêve que sa soeur est malade. Là, sa soeur va mourir. C'est comme ça, donc elle lui dit que dans ton plafond, là, il y a quelque chose là-bas. Elle appelle donc un gars. On casse au niveau du plafond. On trouve une plante là-bas. Elle porte la plante là. Elle met comme ça, elle regarde. C'est la même nuit que sa soeur va mourir à l'hôpital. Gynéco, on l'appelle. Que sa soeur est décédée. Elle part là-bas. Elle allait dans le dos et tout. Nous, on est là, on dit, c'est quoi comme ça? Elle fait venir sa fille. Elle avait déjà une grande fille. C'était une jeune femme, mais elle avait vite conçu. Elle fait venir sa fille à la maison. Sa fille reste dans la maison. Maintenant, sa fille, ça ne sentait pas chez sa grand-mère. La femme rentre chez elle. Après l'enterrement de sa soeur, elle rentre chez elle. Elle trouve au milieu de son salon un gros tas de caca. Donc, elle était revenue même du deuil. Maintenant, elle est partie chez sa mère. Elle a peut-être fait 1-2 jours là-bas. Elle voit un gros caca au milieu de son salon avec les asticots. Les asticots, elle appelle les voisins. Venez voir. Ça, c'est quoi comme ça? Venez voir. Elle fouille même sa maison. Elle dit qu'elle avait 150 000 là. Elle ne voit pas. C'est comme ça que les gens avaient peur et tout. Il y a donc sa fille qui habite là, qui est revenue. Sa mère a voyagé. Elle restait là. Il y a aussi comme les petits quartiers ou le petit chopa et tout. C'est comme ça que le gars, elle avait son gars là-bas, son gars rentre peut-être vers les 23, elle l'accompagne. Quand elle ressort maintenant du couloir pour rentrer maintenant chez eux, elle voit un gros serpent en train de sortir. La fille a crié.
crier, c'est le voisin qui vient de voir au serpent. Donc, le serpent là sort presque à minuit là, donc il parcourt dans le quartier, dans les toilettes des gens et puis il prend vos chances. C'est comme ça que, en ce moment où on a trouvé le serpent, je n'étais plus là-bas. Tout le monde passe, mais ça, oh, on a vu le serpent, on a vu le serpent. Quand je suis venue, je ne chiais plus moi dans les toilettes parce que je suis d'abord une grande peureuse. Je ne chiais plus moi dans les toilettes. Il partait seulement chier chez les voisins. Après, ma mère me dit que, mais on a vu le serpent là, le ça sortait. Peut-être c'est aussi ancré dans les toilettes des voisins parce que c'était les fosses communes là. Le trou au sol. Tu t'assois, tu chies, mais nos toilettes étaient propres. Je reste comme ça, je dis qu'il y a des chiens même plus chez nous. Parfois, il quitte chez nous. Je pas loin comme peut-être loin, hein, pour aller je partais loin chez mes tantes qui habitaient loin. Donc, je peux quitter peut-être comme et toi, mais qui pour manger ou élite joie. Je pas chier là-bas, c'était comme ça. Après quelques temps, la voisine vient nous dire qu'on a attrapé beaucoup de bails à la réunion. Elle a volé. On dit que ça s'est passé comment? Elle dit que c'était du genre, chaque fois qu'on finit de faire la cotisation, là, notre bailleuse vient, elle salue la caissière, elle tape pour la caissière. L'argent disparaissait toujours là, on la suspectait déjà. Après un jour maintenant, elle vient encore taper la création. On voit comment un serpent sort de son sac. Le serpent vole l'argent et rentre dans le sac. C'est comme ça qu'on l'a attrapé. Ou on l'a chassé. On dit que non, comme c'est aussi que eux, les... Bon, je ne peux pas indexer une tribu quand même, mais j'arrive à un niveau où je peux même dire c'était une bamileke. On a dit que eux, ils ont dit non, si on tue ça, elle va mourir et tout. On l'a chassée. On dit qu'on ne veut plus jamais la voir. Elle ne venait même plus voir sa maison où on restait et tout. On l'envoyait seulement l'argent au Raymond. C'est comme ça que mon père a chuté. On ne voyait plus l'argent. On souffrait. On souffrait. Mon père n'arrivait même plus à payer le loyer. On souffrait. Alors qu'avant, la belle vie de ça, on souffrait. On a déménagé pour une autre maison. Jusque-là, ça n'allait pas. Jusqu'aujourd'hui, parfois, il reste comme ça. Il dit que peut-être que la femme se tirait nos chances et tout. Je ne sais pas. Sûr que la femme s'est tiré nos chances parce que moi, j'étais quelqu'un que je brillais. Même à l'école, je brillais. Mais maintenant, quand il regarde comme ça, là, il ne tombe même plus sur les bonnes choses comme avant. Avant, là, je brillais et tout, les moyens. Tu demandes quelque chose à ton père, on te donne. Maintenant, tu demandes quelque chose à ton père, pourquoi on te donne? On divise même cette chose en 4 jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il tombe sur votre page sur Facebook. J'ai vraiment aimé et j'ai voulu partager cette petite histoire avec vous. Même si ça a pris jusqu'à 10 minutes. Fallait bien qu'il raconte aujourd'hui. Et à l'heure où je vous parle, quand je suis en train de raconter ça, je sens que c'est comme si j'ai retiré un fardeau, comme si je suis en train de me libérer, comme s'il y a un truc qui a changé et tout. Donc, je veux conseiller des gens que quand vous allez prendre des maisons en location, là, il faut faire très attention. Très attention parce que le dehors est mauvais. Vous pouvez voir quelqu'un là, il rit avec vous, mais ce qui devient la nuit, on ne sait pas vraiment. Le dehors est risqué. Bon, c'était ma petite histoire. Au revoir à toi et à toute la famille DMJ. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu permets à chacun de nous exprimer. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 8e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonjour DMG. Moi, je suis au Congo, Brazzaville, et j'ai double nationalité. Donc, d'un côté, je suis congolais, et d'un autre côté, je suis camerounais. Vous savez, lorsqu'on a double nationalité et autres, il peut arriver qu'on aille vivre dans un autre pays. Donc, c'était mon cas, avec ma mère, mes sœurs et frères. Nous sommes allés au Cameroun pour 3 ans. Cela remonte au moins en 2002, au moins jusqu'à des années comme ça. Donc du coup, on était au Cameroun vers, si je dois bien savoir, c'était vers l'école d'Oumassi. Disons que c'était une zone qu'on appelait la zone des ambassades. Il y avait une école à l'époque qu'on appelait BTLM, tout juste au virage.
Et de l'autre côté du goudron, si je ne me trompe pas, il y avait une autre école, j'ai aussi fréquenté là-bas, c'était Doumassi. Donc, à l'époque, on était là-bas avec des frères et sœurs. Bon, on a commencé à vivre de ces choses bizarres, très bizarres au Cameroun. Donc, il y avait des moments, déjà dans la maison, il commençait à avoir plein de cafards. Il commençait à avoir aussi beaucoup de souris, donc ça devenait un peu bizarre. Donc, trop de cafards, trop de souris. Pour d'autres personnes, ils se diront que c'est quelque chose de peut-être normal, c'est peut-être dû à la saleté, oui, parce que les cafards, vous savez, ça se tue. Et les souris, ça se tue aussi. Donc, hormis ça, il y avait maintenant de ça rêves. Il y avait des rêves bizarres. Donc, ma mère, mes sœurs, donc on se mettait souvent à rêver, à faire des sales rêves et autres. Donc, on se sentait un peu bizarre. Bon, vu que ma mère, elle avait un salon de coiffure au Cameroun, bon, elle avait tendance à faire venir des Congolais qui quittaient du Congo pour venir travailler dans son salon de coiffure au Cameroun. C'était un mélange, il y avait quelques Camerounaises dans son salon de coiffure et des Congolais d'ici. Donc, au bout d'un moment, ma mère a fait venir, parmi toutes les Congolaises qu'elle avait fait venir au Cameroun, elle a fait venir une fille que je vais nommer, disons Alex. Donc, Alex, quand elle est venue, il y avait des choses bizarres dans la maison. Les choses ne faisaient que se multiplier au fait. Retenons aussi que aujourd'hui, les sorciers ont tendance à, comment dirais-je, à s'entendre ou à faire à s'allier avec des membres de notre famille. Parce que si aujourd'hui vous avez un sorcier chez vous et vous rencontrez un autre sorcier, les sorciers, ils ont tendance à s'entendre, à faire alliance. Donc aujourd'hui, pour bouffer une personne ou pour attaquer une personne, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui le font comme ça et tout, parce que la sorcellerie a vraiment évolué de nos jours. Mais il y en a d'autres, vous savez, c'est quelque chose de... Ils s'entendent. Donc on avait des choses et tout dans la maison, des cafards, des souris. Donc, quand Alex est venu, les choses ont commencé un peu à s'amplifier au fait. Donc, vous vous rendez compte, il y avait des moments où tu pouvais rentrer dans la salle de bain, vous voyez le carreau. Donc tu rentres dans la salle de bain DMG, tu vois les carreaux remplis de cafards à un niveau où tu ne vois plus le carreau, il n'y a que des cafards. Donc quand je rentre dans la salle de bain, je crie. Je cours au salon appeler ma mère pour qu'elle vienne voir. Et lorsqu'elle arrive, c'est juste un cafard que je vois dans la salle de bain. C'était bizarre. Vous savez, beaucoup de choses se passaient maintenant. Ma mère, elle est aussi... C'est une femme qui prie beaucoup. Elle est très spirituelle aussi. Donc, elle croit beaucoup en Dieu. Donc, chez nous, je ne sais pas si au Cameroun, c'est aussi comme ça. Il y a des souris qu'on appelle au Congo. Bon, je ne sais pas, ils ont quel nom. Mais dans notre langue ici au Congo, il y en a d'autres qui l'appellent souvent Mochouene. Donc, c'est ce genre de souris. Ils ont souvent une très longue bouche. Et ils ont souvent tendance à bouffer l'argent. Ils sont très mauvais d'abord. Donc, une souris peut juste s'illustrer dans votre maison aujourd'hui au salon. Vous verrez que la souris a une mauvaise odeur. Et vous voyez que l'odeur peut carrément gaspiller toute la maison et faire même 2 jours, une journée. Tant que la souris ne meurt pas, il y aura toujours l'odeur. Donc, chez nous, on dit que cette souris-là apporte vraiment la malchance, les blocages, beaucoup de choses. Et puis, en gros, ces souris ne viennent pas comme d'autres souris, 5, 6, peut-être 10 et tout. La plupart du temps, il y en a parfois peut-être qu'une seule souris dans la maison et tout. Mais sauf que chez nous, il y en avait beaucoup. On commençait à avoir beaucoup de souris comme ça. Il y avait des blocages, des problèmes et autres. Bah, vu que ma mère, elle avait tendance à appeler mamie depuis le Congo pour expliquer et tout, mamie disait, ben, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, c'était tout le temps des rêves, tout le temps rêver des serpents, rêver des choses bizarres. Même nous, on était parfois attaqués. On se sentait que, ouais, tu dors, tu sens que tu vois des choses la nuit. Tu rêves mal de la maison. Et après, une fois, ma mère en parle à la grand-mère. La grand-mère dit, bon, trop c'est trop. De toute façon, moi j'ai mon frère, vraiment, il est très fort, c'est un chef spirituel, et il est très fort. Je ne sais pas si vous connaissez au Congo,
Il y a des gens qu'on appelle des Teke. Et les Teke, ils ont une culture qu'on appelle le Njobi. Donc c'est le Njobiste. Le Njobiste, c'est une religion qui a pour droit de tuer le sorcier. Donc le Njobiste, c'est l'anti-sorcier. Les Njobistes n'aiment pas les sorciers. Leur droit, c'est tuer les sorciers. Donc ils ont pour mission d'exterminer la sorcellerie. C'est ça, en fait. On a fait venir le Njobiste. Il est arrivé au Cameroun. Il a fait 1 jour et tout. 2 jours. Il a commencé son travail. Donc Alex aussi était là et autres. Bon, il a dit à ma mère, ok, moi je veux commencer mon travail. Mais est-ce que toi-même aussi, tu ne sais pas quelque chose concernant toutes ces choses-là? Ma mère a dit, non, moi je ne connais rien et tout ce genre de choses, il n'y a rien. Bon. Il a dit, bon, d'accord, moi je commence mon travail. Dans le Njobiste, il y a une plante qu'on implante souvent dans la maison, bon, dans la cour, là où il y a du sable. Cette plante-là a pour mission, je vous dis, DMG, de tuer le sorcier. Donc si tu es sorcier, que tu fais des voyages astrales, je te dis que cette plante-là tue les sorciers. Peu importe qui tu es, cette plante-là est très mystique. Donc il a mis la plante dans la maison. Donc, quand il a fini son travail et autres, il est reparti au Congo. Je te dis DMG, 3 jours seulement. Chris, automatiquement, le Chris a frappé. Bon, je ne dirais pas que c'est le Chris ou je ne sais pas comment. Donc, Alex a eu une grave maladie. Elle était très mourante. Je te dis que elle pouvait carrément mourir. Donc, c'est arrivé là. Les gens disaient, bon, qu'est-ce qui se passe et d'autres trucs. On avait aussi un oncle. L'oncle a fait asseoir ma mère. L'oncle a dit, bon, regarde, vous savez, maman, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un pays. Dès lors que cette femme-là, c'est toi qui l'as appelée ici, s'il arrive quelque chose ou qu'elle meurt dans cette maison, moi, je suis sûr que cette plante-là, c'est ce qui est en train de la frapper. Mais elle n'a pas le courage de dire la vérité et tout. Donc, vraiment... De toute façon, je suis en train de voir Alex. Alex peut mourir à tout moment et ça va retomber sur nous. Ma mère l'a appelé. Viens. Ma mère l'a dit, bon, regarde, et tout. Je sais que c'est toi qui ouvres ma maison. Je sais que c'est toi qui fais ce genre de choses et autres. Donc, s'il te plaît, vas-y, parle devant la plante et tu seras libéré. À la grande surprise de ma mère aussi, elle s'est levée. Elle a avoué tout devant la plante. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle était très mourante et chauffée. Elle était malade et autres. Elle est devenue normale. Et après, ma mère a dit, bon, ok, c'est pas grave. Ma mère a tout fait le lendemain, et je sais pas combien de jours après, elle est partie. Donc, en face de chez nous, il y avait aussi une église. Ce pasteur avait pour mission aussi de tuer les sorciers ou de faire je sais pas comment et tout là. Il voit mon oncle une fois, il dit à mon oncle, vous voyez, moi je tue souvent, je chasse souvent des esprits et tout la nuit, je vois souvent beaucoup de choses dans ce quartier. Ce qui m'étonne, c'est que votre parcelle la nuit, il y a des couteaux qui tournent de partout. C'était bizarre. Il y avait aussi un oncle à moi, il vient, il dit carrément à ma mère, c'est carrément du côté du Cameroun, il dit à ma mère, mais pourquoi toi tu mets ce genre de choses dans la maison, tu ne me dis pas? Mais après il y a eu trop de choses et beaucoup de choses se sont passées. Et ma mère a dit, bon, il va falloir qu'on puisse rentrer au pays. Et là, on était rentrés et autres. Beaucoup de choses avaient diminué. Parce que la sorcellerie, vous savez, ça diminue jamais. Parce que nous sommes tous entourés de sorciers. Et c'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 9e histoire. Bonsoir DMG. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Voilà. Nous étions en Côte d'Ivoire, d'ailleurs même je suis toujours en Côte d'Ivoire. Et pendant la crise post-électorale de 2010, nous sommes partis à Yopougon chez l'une de mes tantes. Et là, il y avait une jeune fille avec nous que ma maman avait envoyée du village. Mais bien avant de partir à Yopougon, bien avant la crise, mais une fois dans les causeries, la petite m'a dit que elle était sorcière, qu'elle avait tenté de tuer son père, tout et tout. J'ai dit non. Donc j'ai informé ma mère, tout et tout. Donc nous tous on était au courant de ça. D'accord. Ma maman cherchait même à l'envoyer. Elle a fait partie
Ça fait partie du village. Et comme ça coïncidait avec la crise. Donc nous sommes partis ensemble se réfugier un peu à Yopougon parce qu'à Djamé, c'était pas vraiment possible avec les tirs et tout. On avait peur. Donc arrivé là-bas, puisqu'il n'y avait pas la nourriture. Donc ma tante chez qui nous étions partis là, elle a acheté des arachides pour griller, pour pouvoir faire la sauce, pour pouvoir manger au moins peut-être 3 à 4 jours, en tout cas pour manger un peu, parce que vraiment, je suis un peu nombreux chez eux. Donc elle a fait la sauce. Lorsqu'elle a fait la sauce, en tout cas, tout allait bien, on a bien mangé, tout et tout. Et le lendemain matin, on constate que la sauce qu'on a préparée là s'est transformée, en tout cas, en asticot. Toute la sauce était asticot, je vous dis. Toute la sauce était asticot. Et donc, lorsque ça s'est passé comme ça, parce que chez ma tante là-bas, il y avait une voisine dans la cour, sa femme était partie en voyage. Donc, lorsque nous on prépare, on servait un peu pour le monsieur. Lorsqu'on prépare, on servait un peu pour le monsieur et manger. Donc, lorsqu'on a vu que notre sauce était transformée en asticot, nous sommes repartis voir les restes du monsieur. Puis celui-là a mis la main dedans, tout et tout. Normalement, s'il devait avoir quelque chose, c'est là-bas. On regarde dans les assiettes du monsieur, il n'y a rien, la sauce est intacte. Il n'y a rien, le reste de la sauce là est intact. Donc c'était pour dire que la sorcellerie, ça existe. Et puis j'aimerais aussi dire que, en tout cas, les sorciers ne sont pas intelligents. Parce que toi, tu vis avec nous. Tu sais que tu vas gâter la sauce là. Nous tous, on va manger quoi? On va manger quoi? Nous tous, on va rester là comme ça dans la fin. Juste à ce qu'on ait quelque chose à manger. Vraiment, je vous dis, devant moi-même, toute la sauce s'est transformée en asticot. C'était en 2010, à Yopougon. Toute la sauce, les asticots vivants qui sortaient comme ça de la marmite. Alors que lorsqu'on a fini de préparer, même, ma maman a réchauffé dedans encore. Parce qu'on devait remanger le lendemain tout autour. En tout cas, quand on prépare la sauce, avant de laisser reposer pour le lendemain, là, on chauffe bien pour ne pas que ça se gâte. Mais même si la sauce devait se gâter, peut-être ça laisse faire monter un peu, mais pas des asticots. Même une sauce, même peut-être qui a duré une semaine, tant qu'on chauffe, il ne peut pas avoir d'asticots. Mais pour nous, là, ce jour-là, il y avait des asticots qui sortaient de la sauce. Donc vraiment, moi, je crois en ces choses-là, mais je sais que Dieu est vivant et puis bon, Dieu peut tout. Voilà. Donc c'était là mon histoire. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la dernière et 10e histoire. Coucou DMG, bonsoir. Déjà, je tiens à vous féliciter suite au concept que vous avez fait. Voilà. Le fait de pouvoir édifier beaucoup de personnes. Et grâce à vos histoires, beaucoup d'entre nous apprennent chaque jour. Et ça permet à beaucoup de beaucoup plus se méfier. Voilà. Et de s'accrocher de plus en plus vers le Christ. Voilà. En fait, moi, je suis une jeune Camerounaise. Je vais taire les noms des différentes villes. Et voilà, je préfère également taire le nom du pays dans lequel je me trouve actuellement. Voilà, donc je viens là vous raconter l'histoire d'une tante qui est décédée il y a de cela quelques années, si j'ai bonne mémoire, vers 2010 ou 2011. Voilà, là j'étais déjà au collège. En fait, ma tante, c'est quelqu'une qui était tellement persécutée dès son bas âge. Elle était vraiment persécutée dès le bas âge. Donc, chez nous, au Cameroun, on a l'habitude de dire quand on est brun ou quand on est brune, on est beaucoup plus maladif. Donc, c'était un peu le cas de ma tante. Voilà. Donc, jusqu'à son adolescence, voilà, elle a fait son premier garçon. Et quelques années plus tard aussi, elle a rencontré un monsieur avec qui elle était en couple. Voilà, donc le monsieur était connu de tous. Mais dans son couple, elle était tellement persécutée, vraiment persécutée.
Il y avait vraiment des scènes bizarres qui se passaient dans le monde, des scènes bizarres. Par exemple, une fois, quand elle allait au marché, donc vous saviez qu'au Cameroun, il y a des petites réunions de famille, voilà, par exemple pour peut-être les gens des gens de l'Ouest. Par exemple, pour les Bangranté, ils ont une réunion de leur ethnie. Par exemple aussi pour les Bétis, voilà, peut-être des Boulous, ils ont une réunion typique pour leur ethnie. Par exemple aussi pour les Bassa, comme ça, ils ont peut-être une réunion aussi pour soit les Babimbi ou les Molons. Voilà, en fait, voilà, donc normalement le samedi, c'était elle qui devrait recevoir la réunion. Et bizarrement, tout le monde était allé à l'école, donc du coup, elle n'arrivait pas à ouvrir la porte de la chambre pour sortir. Vraiment, elle a tout fait. Elle a tout fait pour essayer de sortir, pour aller au marché. Elle n'a pas pu. Et vu que la porte, elle est en fer, on a dû appeler un chaudronnier. Je pense que c'est ça. Ceux-là qui s'occupent des portes en fer, là. Ceux-là qui s'occupent des portes en fer, ceux qui font les portes en fer, les fenêtres en fer, là. Je ne sais pas trop comment on les appelle, mais bon. Donc, on a dû appeler quelqu'un. Et le monsieur était juste à côté. Après plusieurs heures d'attente, plusieurs heures d'essai pour sortir, elle n'a pas pu. Donc, on a appelé le monsieur ce jour-là. Il a démonté la porte, elle est sortie. Et peu de temps après, elle a eu une deuxième scène. Vous voyez, souvent, on a l'habitude de faire des placards en bois, c'est-à-dire on fixe des bois avec des vis sur le mur. Voilà, donc on avait fixé un pareil truc comme ça dans la chambre pour classer les habits. Et vraiment, c'est pas comment, pas quel moyen, ce qui s'est passé, mais le petit, je peux dire le petit placard, le petit truc qu'on avait vissé au mur pour classer les habits, est tombé. C'est tombé, puis ça a fendu la tête de ma feuillante. Voilà. Bref, quelques temps après, c'est passé. Vraiment, comme je vous dis, c'était quelqu'un qui était hyper persécuté, vraiment persécuté. Et peu de temps après, elle a aménagé avec son homme, l'homme avec lequel elle était, cette époque-là. Ils habitaient quelque part dont je vais taire également le nom. Et un matin, comme ça, tout le monde se réveille pour aller à l'école. Et juste au couloir, avant d'arriver au salon, vous voyez souvent, il y a des appartements comme ça où il y a un long couloir. Et il y a le petit couloir qui divise le salon vers les chambres. Donc là, ils ont constaté qu'il y avait du son. Voilà, c'est des trucs mystiques. Et du coup, ils ont appelé des tantes. Ils ont appelé, pardon, pas des tantes, ils ont appelé un prêtre qui est venu, qui a fait des prières, et voilà. Et puis, cette étape, elle est passée. Quelques temps après, voilà, vu que moi j'allais à l'école, quelques temps après, j'ai appris que ma tante, elle est malade, elle est souffrante. Voilà, vu que, comme je le disais tout à l'heure, elle était de nature maladive. Voilà, donc du coup, quand on a dit qu'elle est malade, voilà, on s'est dit que, c'est maladies habituelles, voilà, ça va passer. Elle a vraiment fait un bon bout de temps dans la maladie. Moi, je ne la voyais pas parce que moi, j'allais à l'école. Et je pense que la dernière fois que je l'ai vue, c'est cette année où elle est décédée. Voilà, c'était pendant les fêtes de décembre. Elle était venue où j'habitais chez l'autre de mes tantes. Et quand je l'ai vue, elle était méconnaissable vraiment. Elle avait amaigri, elle était toute maigre. Et voilà, elle m'a apprécié la façon dont j'étais habillée et tout. Voilà, elle m'a dit, toi là, tu ressembles trop à ta mère. Voilà, tu aimes trop les talons. En tout cas, tu aimes trop le mianga, voilà. Donc, du coup, elle m'a dit, que je voudrais boire le jus, un top citron. Sans même hésiter, voilà. Je suis allée lui acheter un top citron. Je venais de lui donner. Et par la suite,
Moi, je lui ai dit au revoir parce que je devrais sortir. Donc, vous savez comment ça se passe en décembre. On s'habille, on part prendre des photos, voilà, on part faire des balades et après, peut-être on part en boîte. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était la dernière fois de l'avoir vue. C'était vraiment la dernière fois de l'avoir vue. Et quelques temps après, ça a vraiment pas mis du temps, hein. Quelques temps, voilà, après décembre, quelques temps après, quelques mois plus tard, je m'apprêtais pour aller à l'école et en plus, je suis en train de composer les dernières séquences pour la fin d'année. Donc, ma tante a reçu l'appel, voilà, on lui informe comme quoi ma tante, elle est décédée. Vraiment, j'étais sous le choc. Et ce jour-là, j'avais même pas fini de composer. J'étais allée à l'établissement signaler. Donc, ce soir, on avait fait le déplacement pour le voyage. Voilà. Et je tiens aussi à préciser que ma tante, elle n'était vraiment pas aimée de sa belle famille. Voilà. Elle n'était vraiment pas aimée de sa belle famille. Et bref, en fait, dans cette histoire, le moral de cette histoire, c'est accrochez-vous beaucoup à Dieu. Beaucoup à Dieu. Et aussi, je voudrais parler aux hommes. C'est pas la peine d'avoir 2 femmes. C'est pas la peine d'être en couple avec une femme et avoir une autre dehors. Parce que là, ces persécutions, on ne sait pas si ces persécutions sont dues à la deuxième relation que le monsieur avait ou si cette persécution était due à la belle famille. Et sachez également faire la part des choses. C'est-à-dire il faudrait que nous, femmes, nous sachions faire la part des choses. Quand nous sommes dans une relation et nous constatons que dans cette relation-là, nous sommes beaucoup persécutés, soit on quitte, on laisse la personne tranquille. Parce que là, toute la famille a parlé, hein. Elle est morte à cause de l'amour. Elle a laissé sa vie à cause de l'amour. Et en plus, après son décès, on a appris qu'elle avait, elle a été diagnostiquée du sida. Et elle a catégoriquement refusé de prendre les médicaments parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas cette maladie. Elle n'avait pas cette maladie. Donc, mystiquement aussi déjà, cette maladie, on vous envoie cette maladie mystiquement. Voilà. On vous envoie cette maladie mystiquement. Sachez vraiment, sachons faire la part des choses. Sachons vraiment faire des bons choix. C'est vrai d'être amoureux, mais quand vous constatez que dans cette relation, vous ne vivez que persécution, que dans cette relation, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, vous n'avez pas la paix du cœur, vous ne profitez même pas de votre relation. Non, sachez dire non, sachez dire stop. Lâchez prise tant qu'il est encore temps. Lâchez prise tant qu'il est encore temps. C'est vrai, le mariage donne à la femme un rang social, voilà, beaucoup plus de respect et tout, mais tu ne vas pas t'accrocher dans une relation où déjà ta belle famille ne t'aime pas, où tu es persécuté jour et nuit au nom de l'amour. Non, sachant que tu as des enfants. Chère sœur, chère mère, sachons faire la part des choses, sachons faire de très bons choix. Si nous sommes dans une relation et que nous sommes persécutés, sachons dire stop et accrochons-nous beaucoup à Dieu. Demandons-lui de nous donner la force, la capacité, le mental de pouvoir affronter tout ce qui va arriver comme obstacle. Demandons-lui également de nous donner la force, la persévérance, d'avoir un esprit de discernement qui nous ouvre des yeux, qui nous montre ce qui est caché, afin de savoir dans quelle relation nous sommes, dans quel couple nous sommes. Est-ce que nous sommes en danger? Est-ce que cet homme-là, c'est le nôtre? Est-ce que cet homme-là n'est pas fait pour nous? Afin de pouvoir vraiment quitter dans les problèmes et voilà.
Donc, c'était un peu ça, DMG. Ça, c'est une première histoire. J'en ai d'autres histoires. Voilà, selon mon temps et ma disponibilité. Voilà, je pourrais raconter d'autres histoires. Allez, que Dieu vous protège et accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à lui, car c'est lui qui a le dernier mot. Il fait chaque chose à son temps, sur un point précis. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le programme. Merci pour l'histoire d'ailleurs. Donc, on se retrouve demain 12h pour 10 autres histoires mystiques. N'oubliez pas de liker, commenter si vous avez oublié de liker. Likez la vidéo s'il vous plaît, commentez, partagez, invitez plus de personnes à venir nous raconter des histoires. Plus il y aura du monde, plus il y aura d'histoires. Voilà, demain 12h00 comme d'habitude.